Le ciel de Marseille était d'un gris sale ce matin-là, comme si la ville elle-même portait le deuil de quelque chose. Claire Moreau se tenait devant le miroir fissuré de sa salle de bain, observant son reflet avec une froideur clinique. 38 ans, mais elle en paraissait 45. Les cernes sous ses yeux racontaient 1000 nuits sans sommeil. Ses mains abîmées témoignaient de tous les travaux qu'elle avait acceptés depuis 18 mois. Elle passa ses doigts dans ses cheveux châtains, tentant de discipliner une mèche rebelle, puis renonça. À quoi bon? Dans la pièce voisine, les jumeaux se disputaient déjà. Mathis avait pris le dernier yaourt. Hugo pleurait. Claire ferma les yeux, compta jusqu'à 10, une technique qu'elle avait lue dans un magazine gratuit à la bibliothèque, puis sortit de la salle de bain. « Mathis, donne la moitié à ton frère. » Le petit garçon de 7 ans leva vers elle des yeux noisettes identiques à ceux de son père. Claire sentit son cœur se serrer, comme chaque fois qu'elle voyait Thomas dans les visages de ses enfants. « Mais maman, c'est le mien !» Mathis. Le ton était ferme, sans appel. L'enfant soupira, partagea le yaourt avec une cuillère en plastique. Hugo essuya ses larmes et se mit à manger en silence. Claire s'appuya contre le mur du minuscule 2 pièces qui leur servait d'appartement depuis qu'ils avaient dû quitter leur maison. 42 mètres carrés pour 5 personnes. Les murs étaient jaunes, tachés d'humidité. L'odeur de renfermé ne partait jamais, quelle que soit la quantité de fébraise qu'elle vaporisait. Léo émergea de la chambre qu'il partageait avec ses 3 frères et sœurs, les écouteurs vissés sur les oreilles, le regard fuyant. 15 ans, mâchoire serrée, épaules voûtées, il ne parlait presque plus depuis la mort de son père. Claire avait tenté de le faire consulter un psychologue, mais la séance coûtait 60 €. Elle avait dû choisir entre ça et le loyer. « Tu as cours à 8 heures, Léo. » Le garçon grogna, prit une tranche de pain sec sur la table, mordit dedans sans même la faire griller. Claire voulut dire quelque chose, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Que pouvait-elle dire? Qu'elle était désolée? Qu'elle faisait de son mieux? Ces phrases-là sonnaient creux désormais. Chloé, 12 ans, était la seule à s'être habillée correctement. Elle portait son uniforme de collège avec soin, ses cheveux blonds attachés en queue de cheval. Elle ressemblait à Claire au même âge, avant que la vie ne la broie. La petite fille embrassa sa mère sur la joue, murmura un « bonne journée, maman », qui fit monter les larmes aux yeux de Claire. « Toi aussi, ma chérie ». Lorsque les enfants furent partis, Léo traînant les pieds, Chloé tenant fermement la main des jumeaux. Claire s'assit à la table de la cuisine. Devant elle, une pile de factures rouges. Électricité. Dernière relance avant coupure. Loyer, retard de 2 mois. Cantine scolaire, impayée, assurance, résiliée. Elle passa la main sur son visage, inspira profondément. Thomas. Pourquoi ne lui avait-il rien dit? Pourquoi avait-il emprunté 20 000 € sans jamais le mentionner? Pourquoi faire? Elle ne le saurait jamais. Le camion l'avait percuté sur l'autoroute A7, mort sur le coup, laissant derrière lui une veuve abasourdie et des créanciers impatients. Les assurances avaient payé le strict minimum. Le reste, c'était sur elle. Tout était sur elle. Elle se leva, enfila son manteau, un vieux trench beige acheté chez Emmaüs, et sortit dans les rues du quartier de Belsunce. Marseille s'éveillait doucement. Les commerçants ouvraient leurs rideaux métalliques, le parfum du café se mêlait à celui de la mer toute proche. Claire aimait cette ville, malgré tout. Elle y était née, y avait grandi, y avait épousé Thomas. Mais aujourd'hui, Marseille lui semblait étrangère, comme si elle n'y avait plus sa place. Elle marcha jusqu'à la rue de la République, puis bifurqua vers la rue Longue des Capucins. C'est là que se trouvait la boulangerie Roussel, une institution du quartier. Claire était passée devant des centaines de fois, admirant les croissants dorés en vitrine, le pain aux olives qui faisait la renommée de l'endroit. Elle n'y était jamais entrée, trop cher pour son budget. Mais ce matin, elle n'avait plus le choix. Une pancarte était accrochée sur la porte. Recherche vendeur, vendeuse, expérience souhaitée. Claire poussa la porte. Une clochette tinta. L'odeur de pain frais l'enveloppa, délicieuse, réconfortante. Derrière le comptoir, une jeune femme blonde, 25 ans tout au plus, la salua d'un sourire professionnel.
Bonjour, madame. Que puis-je pour vous? Je viens pour l'annonce. La jeune femme jeta un coup d'œil vers l'arrière-boutique où l'on entendait des bruits de four et de pétrissage. Vous avez de l'expérience dans la vente? J'ai travaillé en supermarché pendant 5 ans avant d'avoir mes enfants. Et j'ai fait plusieurs remplacements récemment. La vendeuse hocha la tête, sembla compatissante. Attendez ici, je vais chercher Monsieur Roussel. Claire attendit, les mains crispées sur son sac à main élimé. Autour d'elle, des clients entraient et sortaient, achetaient leurs baguettes et leur pain au chocolat sans se soucier d'elle. Elle se sentait invisible, transparente. Un homme émergea de l'arrière-boutique, Bernard Roussel, la soixantaine bedonnant, tablier blanc maculé de farine, regard dur. Il toisa Claire de haut en bas et elle vit immédiatement le jugement dans ses yeux, ses vêtements trop usés, son air fatigué, ses chaussures râpées. « C'est vous qui venez pour le poste ?»« Oui, monsieur. » Il croisa les bras. « Suivez-moi. » Claire le suivit dans l'arrière-boutique, une pièce exiguë encombrée de sacs de farine et de moules à gâteaux. Roussel s'adossa contre un plan de travail sans l'inviter à s'asseoir. Il n'y avait d'ailleurs aucune chaise. « Alors, dites-moi pourquoi je devrais vous embaucher ?» Claire se lança, la gorge serrée. « J'ai de l'expérience en vente et en contact client. Je suis ponctuelle, sérieuse et je sais travailler sous pression. J'ai vraiment besoin de ce travail, monsieur Roussel. J'ai 4 enfants à charge et... » 4 enfants? Il laissa échapper un rire sec, méprisant. « Vous êtes mariée ?»« Veuve. » Le mot était sorti dans un souffle. Roussel haussa les sourcils, mais pas avec compassion, plutôt avec une sorte de satisfaction narquoise. « Veuve avec 4 mômes !» Il secoua la tête. « Et vous croyez vraiment que j'ai besoin d'une bonne à rien comme vous ici ?» Claire sentit le sang quitter son visage. « Je ne suis pas... Regardez-vous. » Il fit un geste dédaigneux vers elle. « Vous avez l'air d'avoir dormi sous un pont. Vous pensez que mes clients vont acheter du pain à quelqu'un qui a votre tête ?» Les larmes montèrent aux yeux de Claire, mais elle les retint. Elle ne lui ferait pas ce plaisir. « Monsieur, je vous assure que je peux faire du bon travail. J'ai des recommandations, j'en ai rien à faire de vos recommandations. » Il fouilla dans la poche de son tablier, en sortit une poignée de pièces. « Tenez. » Il jeta les pièces au sol. Elles rebondirent sur le carrelage dans un tintement métallique, roulèrent dans plusieurs directions. Claire fixa les pièces, incrédule. « 3 €, peut-être 3,50 €. Allez vous acheter un café et ne revenez pas. » Le silence qui suivit était assourdissant. Claire sentait les regards des 2 employés qui travaillaient dans la pièce voisine. Elle les sentait détourner les yeux, gênés, mais incapables d'intervenir. Roussel souriait, satisfait de son petit spectacle. Claire s'agenouilla lentement. Elle ramassa chaque pièce, une par une, ses doigts tremblants. 50 centimes, 1 €, 2 €, 20 centimes, 10 centimes. Elle les serra dans sa paume, se releva et regarda Roussel droit dans les yeux. « Merci, monsieur. » Sa voix était étrangement calme. Elle tourna les talons et sortit de la boulangerie sans un mot de plus. Dehors, l'air frais de Marseille lui gifla le visage. Elle marcha droit devant elle sans savoir où elle allait, les pièces serrées dans son poing fermé. Claire erra dans les rues pendant 1 heure. Elle passa devant le vieux port, regarda les bateaux se balancer doucement sur l'eau. Des touristes prenaient des photos, riaient. Elle se sentait à des années-lumière de leur insouciance. Elle pensa à ses enfants, à Léo qui ne parlait plus, à Chloé qui faisait semblant que tout allait bien, aux jumeaux qui ne comprenaient pas pourquoi papa ne rentrait pas. Elle finit par s'asseoir sur un banc, face à la mer. Le soleil tentait de percer les nuages gris. Claire ouvrit sa main et regarda les pièces. 3,20 €. L'humiliation avait un prix, apparemment. 3,20 €. Quelque chose en elle se brisa, ou peut-être se réveilla. Elle se leva, reprit sa marche. 2 rues plus loin, elle s'arrêta devant un bureau de tabac. La vitrine affichait une énorme affiche. Loto, jackpot, 18 millions d'euros, tirage mercredi. Claire regarda les pièces dans sa main.
puis l'affiche, puis les pièces à nouveau. C'était absurde, complètement idiot. Les chances de gagner étaient de 1 sur 19 millions. Autant jeter l'argent par la fenêtre. Avec ces 3 €, elle pourrait acheter du lait pour les jumeaux, ou du pain, ou mettre de l'essence dans la vieille voiture qui ne démarrait plus qu'1 jour sur 2. Mais quelque chose la poussa à entrer. Peut-être le désir de reprendre le contrôle, même par un geste dérisoire. Peut-être le besoin de cracher à la face du destin. Peut-être juste la fatigue. Le buraliste, un homme d'une 50aine d'années aux cheveux gris, la regarda avec curiosité. « Bonjour, madame. Un ticket de loto, s'il vous plaît. » Il imprima le ticket, le lui tendit. Claire paya avec les pièces de Roussel, exactement 3 €. Il lui restait 20 centimes, qu'elle glissa dans sa poche. « Bonne chance, madame. » Claire plia le ticket, le rangea dans son portefeuille et sortit. Elle ne croyait pas à la chance. La chance, c'était pour les autres. Les jours suivants furent un brouillard. Claire enchaîna les entretiens d'embauche. Une supérette qui cherchait une caissière, refusée, trop âgée apparemment. Un restaurant qui cherchait une plongeuse, refusée, pas assez d'expérience. Une entreprise de nettoyage, refusée, elle n'avait pas le permis pour conduire le camion. À chaque refus, Claire sentait un peu plus le sol se dérober sous ses pieds. Le mercredi soir, elle rentra épuisée. Les enfants étaient devant la télévision, un dessin animé pour les jumeaux. Léo était enfermé dans la chambre. Chloé faisait ses devoirs à la table de la cuisine, concentrée. « Maman, il reste des pâtes d'hier soir ?» Claire hocha la tête, sortit le Tupperware du frigo, le réchauffa au micro-ondes. Ils dînèrent en silence. Mathis et Hugo se chamaillèrent pour savoir qui avait le plus de pâtes dans son assiette. Chloé les fit taire d'un regard sévère, bien trop mature pour ses 12 ans. Après le dîner, Claire fit la vaisselle. L'eau était froide. Elle avait coupé le chauffe-eau pour économiser l'électricité. Ses mains étaient gercées, douloureuses. Elle pensa à Roussel, à son sourire narquois, aux pièces jetées au sol. La colère monta en elle, brûlante, puis retomba, laissant place à une fatigue immense. Léo sortit de la chambre, se servit un verre d'eau. Il jeta un coup d'œil à la télévision, où passait le journal de 20 heures. Les informations défilaient, politique, économie, faits divers, puis, et maintenant, les résultats du tirage du loto. Léo n'y prêta pas attention. Il allait retourner dans la chambre quand il vit sa mère s'immobiliser, les mains encore dans l'évier. Elle fixait l'écran. « Maman ?» Claire ne répondit pas. Son regard était vissé sur les numéros qui s'affichaient un par un. 7, 14, 23, 29, 35, 42. Elle fouilla dans son sac, en sortit son portefeuille, chercha frénétiquement le ticket. Ses doigts tremblaient tellement qu'elle le fit tomber. Léo se pencha, le ramassa. « Maman, qu'est-ce que… » Il regarda le ticket, puis l'écran, puis le ticket à nouveau. Ses yeux s'écarquillèrent. « Maman, je crois que… » Claire lui arracha presque le ticket des mains. Elle le relut 1 fois, 2 fois, 3 fois. Les numéros dansaient devant ses yeux. 7, 14, 23, 29, 35, 42, les 6, tous les 6. Chloé s'était approchée. « Maman, qu'est-ce qu'il y a ?» Claire ne pouvait pas parler. Son cœur battait si fort qu'elle croyait qu'il allait exploser. Léo, le visage pâle, murmura « On a gagné !» Chloé fronça les sourcils. « Gagné quoi ?» Le loto. La voix de Léo était étranglée. 18 millions. Le silence qui suivit était irréel. Chloé regarda sa mère, incrédule. Les jumeaux, qui n'avaient rien compris, continuaient de regarder leur dessin animé. Claire s'assit lentement sur une chaise. Le ticket était entre ses mains, froissé, humble morceau de papier qui valait désormais plus que tout ce qu'elle avait possédé dans sa vie. Elle pensa à Roussel, à ses 3 € jetés au sol, à son mépris. Et elle se mit à rire. Un rire nerveux, presque hystérique. Léo et Chloé échangèrent un regard inquiet. « Maman ?» Claire essuya ses larmes, de rire ou de choc qu'elle ne savait pas, et serra le ticket contre sa poitrine. « Ça va aller, mes chéris. » Sa voix tremblait. « Ça va aller. »
Claire ne dormit pas cette nuit-là. Elle resta assise dans le salon, le ticket posé sur la table devant elle, éclairé par la faible lumière de la lampe. Elle avait vérifié 100 fois. Les numéros étaient les bons. Elle avait consulté le site de la Française des Jeux sur son vieux téléphone. Gagnant, un ticket, cagnotte, 18 millions d'euros. Pas de doute possible, mais elle ne ressentait pas de joie. Pas encore, seulement une terreur sourde. Elle connaissait les histoires de gagnants du loto, les familles déchirées, les amis perdus, les arnaques, les menaces, l'argent qui rendait fou. Elle pensa à ses enfants, à ce que cet argent pourrait faire d'eux. Léo qui deviendrait peut-être arrogant, Chloé qui n'aurait plus d'amis sincères, les jumeaux qui grandiraient dans le luxe sans connaître la valeur des choses. Non, elle devait être intelligente, prudente. Le lendemain matin, elle ne dit rien aux enfants. Elle les envoya à l'école comme d'habitude, embrassa Chloé, caressa les cheveux des jumeaux. Léo la regarda avec insistance avant de partir. « Maman, qu'est-ce qu'on va faire? On va réfléchir. Ne dis rien à personne, tu m'entends? Personne. » Le garçon hocha la tête, mais Claire vit la lueur dans ses yeux. L'espoir, le soulagement. Elle aurait voulu le rassurer, mais elle-même ne savait pas encore ce qu'elle ressentait. Elle passa la matinée à faire des recherches. Elle appela un numéro trouvé sur Internet, prit rendez-vous avec un avocat spécialisé dans les successions et les patrimoines. Maître Dubois, son cabinet était dans le 6e arrondissement, un quartier chic de Marseille que Claire n'avait jamais fréquenté. L'après-midi, elle prit le bus jusqu'au cabinet. Le quartier était propre, élégant, avec ses immeubles haussmanniens et ses boutiques de luxe. Claire se sentit déplacée dans son vieux manteau, mais elle avança quand même, le menton relevé. Maître Dubois était une femme d'une 50aine d'années, cheveux gris coupés courts, regard perçant mais bienveillant. Elle invita Claire à s'asseoir, lui offrit un café. « Alors, Madame Moreau, qu'est-ce qui vous amène ?» Claire sortit le ticket de son sac, le posa sur le bureau. « J'ai gagné au loto, 18 millions. » L'avocate ne broncha pas, habituée sans doute à toutes sortes de révélations. Elle prit le ticket, l'examina, hocha la tête. « Félicitations. Vous avez bien fait de venir me voir avant de réclamer votre gain. Beaucoup de gens se précipitent et font des erreurs irréparables. Je ne veux pas que mes enfants soient détruits par cet argent. » Maître Dubois sourit légèrement. « C'est exactement la bonne attitude. Voici ce que je vous conseille. » Elles parlèrent pendant 2 heures. L'avocate lui expliqua comment structurer le gain, créer des comptes bloqués pour les enfants, investir intelligemment, rester discrète. Claire écoutait, prenait des notes, posait des questions. Pour la première fois depuis des mois, elle se sentait moins perdue. « Une dernière chose, Madame Moreau. » L'avocate la regarda droit dans les yeux. « Cet argent ne résoudra pas tous vos problèmes. Il en créera de nouveaux. Réfléchissez bien à ce que vous voulez vraiment. » Claire hocha la tête. « Je sais ce que je veux. » Les semaines suivantes furent étranges. Claire continua de vivre dans le même appartement, de faire les courses au même supermarché, de chercher du travail, mais elle avait réclamé son gain, ouvert un compte en banque sécurisée et l'argent était là, réel, tangible. 18 millions d'euros. Elle n'en avait parlé qu'à Maître Dubois et à ses 2 aînés. Les jumeaux étaient trop jeunes pour comprendre. Léo avait changé. Il souriait à nouveau, parlait davantage. Mais Claire voyait aussi autre chose dans ses yeux. L'impatience, le désir. Il lui demandait presque chaque jour quand il déménagerait, quand il aurait un nouveau téléphone, quand ils achèteraient une voiture. « Léo, il faut qu'on soit prudent. »« Prudent? Maman, on est riche, on a de l'argent. Ce n'est pas pareil. » Le garçon levait les yeux au ciel, frustré. Chloé, elle, restait silencieuse, observatrice. Claire sentait qu'elle réfléchissait beaucoup, mais ne disait rien. Un soir, alors qu'elle couchait les jumeaux, Mathis lui demanda « Maman, c'est vrai qu'on est riche maintenant ?» Claire caressa ses cheveux. « Qui t'a dit ça ?»« Léo. Il dit qu'on va avoir une grande maison et une piscine. » Claire jeta un regard noir vers la chambre où Léo écoutait de la musique. Elle aurait des mots avec lui plus tard. « On va avoir une vie meilleure, mon chéri, mais ça ne change pas qui nous sommes. »
C'est quoi qui nous sommes? La question, si simple, si innocente, frappa Claire en plein cœur. Qui était-il? Une famille brisée par un deuil, une femme humiliée dans une boulangerie, des enfants qui avaient trop souffert trop jeunes. Nous sommes une famille qui s'aime, et ça ne changera jamais. Claire avait un plan. Elle l'avait mûri pendant des semaines, seule la nuit, allongée sur son lit trop étroit. Elle ne voulait pas simplement profiter de l'argent, elle voulait faire quelque chose qui ait du sens, quelque chose qui transformerait l'humiliation en dignité. Elle voulait racheter la boulangerie Roussel. L'idée lui était venue progressivement. Au début, elle avait pensé à la vengeance pure, entrer dans la boulangerie, claquer des billets sur le comptoir, voir le visage de Roussel se décomposer. Mais ce n'était pas ça qu'elle voulait. Pas vraiment. Elle voulait transformer ce lieu, en faire un symbole. Un endroit où les gens comme elle, les écrasés, les humiliés, les oubliés, auraient leur place. Elle commença par enquêter discrètement. Elle apprit que Roussel avait des ennuis financiers. Une nouvelle boulangerie moderne avait ouvert 2 rues plus loin, avec du pain bio et des pâtisseries sans gluten. La clientèle migrait lentement. Les fournisseurs de Roussel avaient augmenté leur prix. Ils tenaient le coup, mais de justesse. Claire contacta un expert immobilier qui évalua la boulangerie. 150 000 €. Un prix raisonnable pour le local, le fonds de commerce et le matériel. Claire avait de quoi payer cash. Elle passa encore 2 semaines à préparer son approche. Elle ne voulait pas que Roussel sache que c'était elle, avant qu'il soit trop tard. Maître Dubois l'aida à créer une société écran, une SCI qui ferait l'offre. Le nom de Claire n'apparaîtrait nulle part. Enfin, début décembre, tout était prêt. Claire se présenta chez Roussel un mardi matin, accompagnée de Maître Dubois. Elle portait un tailleur sobre, acheté pour l'occasion, ses cheveux étaient coiffés, ses mains soignées. Elle ne ressemblait plus à la femme brisée qui avait ramassé des pièces au sol 2 mois plus tôt. Roussel leva les yeux de son pétrin quand elle entra. Il ne la reconnut pas immédiatement. Puis son regard se posa sur son visage et quelque chose tiqua. « Oui ?» Maître Dubois prit la parole, professionnel et implacable. « Monsieur Roussel, je représente un client intéressé par l'acquisition de votre boulangerie. Nous avons préparé une offre que nous aimerions vous soumettre. » Roussel fronça les sourcils, perplexe. Son regard passa de l'avocate à Claire. Et soudain, la reconnaissance le frappa. Ses yeux s'élargirent. « Vous êtes... Claire Moreau. » Oui. Le silence qui suivit était délicieux. Roussel ouvrit la bouche, la referma, chercha ses mots. « Je ne comprends pas. » Maître Dubois posa un dossier sur le comptoir. « Voici notre offre. 150 000 €, paiement comptant. Vous avez 1 semaine pour réfléchir. » Roussel regarda le dossier comme s'il s'agissait d'un serpent venimeux. Puis, il releva la tête vers Claire, le visage rouge. « C'est une blague ? » « Ben, pas du tout. Vous n'avez pas cet argent. C'est impossible. » Claire sourit, un sourire calme, serein. « Vous seriez surpris, monsieur Roussel. » Elle tourna les talons et sortit, Maître Dubois sur ses talons. Derrière elle, elle entendit Roussel bégayer, appeler, mais elle ne se retourna pas. Sur le trottoir, l'avocate lui jeta un regard amusé. « Vous avez savouré ce moment, n'est-ce pas ?» Claire inspira profondément l'air frais de Marseille, chaque seconde. Roussel accepta l'offre 4 jours plus tard. Il n'avait pas le choix. Ses dettes s'accumulaient, sa clientèle fondait, et 150 000 € cash représentaient une bouée de sauvetage inespérée. Mais lorsqu'il découvrit, lors de la signature chez le notaire, que Claire Moreau était l'acheteuse réelle derrière la société écran, son visage devint livide. « Vous m'avez piégé. » Claire, assise face à lui, dans le bureau feutré du notaire, le regarda avec une tranquillité glaciale. « Je vous ai fait une offre honnête, monsieur Roussel. Vous l'avez acceptée. Mais je ne savais pas que c'était vous. Est-ce que ça change quelque chose? L'argent est le même. » Le notaire, un homme d'une 60aine d'années habitué aux tensions familiales et commerciales, tout sauta doucement. « Monsieur Roussel, si vous souhaitez vous retirer, c'est votre droit, mais vous devrez rembourser les frais engagés et... » Non. Roussel serra les dents.
Je signe. Les documents passèrent de main en main. Signature, paraphe, tampon. 20 minutes plus tard, Claire Moreau était officiellement propriétaire de la boulangerie Roussel. Elle sentit quelque chose se dénouer en elle, une tension qui l'habitait depuis des semaines. Ce n'était pas de la joie, pas encore, plutôt une satisfaction froide, presque clinique. Roussel se leva brusquement, sa chaise raclant le sol. « J'espère que vous allez couler ?» Claire ne répondit pas. Elle le regarda partir, les épaules voûtées, vaincue. Maître Dubois posa une main sur son bras. « Et maintenant ?»« Maintenant, on reconstruit. » Les semaines suivantes furent un tourbillon. Claire ne licencia pas Roussel immédiatement. Elle lui proposa un poste d'employé, à 1 200 € par mois, avec un contrat à durée déterminée de 3 mois. Il refusa d'abord, outré, humilié, mais il n'avait nulle part où aller, pas d'économie, pas de plan B. Il finit par accepter, la mâchoire serrée. Claire observait son visage chaque matin quand il arrivait au travail, contraint de pointer, de prendre ses ordres, de servir les clients qu'il avait autrefois considérés comme les siens. Elle voyait la rage dans ses yeux, mais aussi quelque chose d'autre, de la peur, du désarroi, et parfois, fugacement, quelque chose qui ressemblait à de la honte. Elle réorganisa tout. Elle embaucha 3 nouvelles personnes. Fatima, une mère célibataire marocaine de 42 ans qui avait perdu son emploi dans une usine fermée. Jérôme, un ancien détenu de 35 ans qui cherchait à se réinsérer. Et Léa, une jeune réfugiée syrienne de 23 ans qui parlait à peine français, mais dont les mains fabriquaient des pâtisseries exquises. Elle changea le nom de la boulangerie. Fini, Boulangerie Roussel. Désormais, c'était le pain de demain. Un nom simple, porteur d'espoir. Les clients furent surpris au début. Certains partirent, fidèles à Roussel, méfiants du changement. Mais d'autres arrivèrent, attirés par la qualité des produits, par l'ambiance chaleureuse, par le café gratuit offert le matin aux personnes sans domicile. Le bouche à oreille fonctionna. En 1 mois, le chiffre d'affaires avait doublé, mais tout n'était pas rose. Léo était devenu un problème. Depuis que Claire avait racheté la boulangerie, le garçon avait changé. Il ne se cachait plus pour parler d'argent. Il voulait tout de suite. Un nouveau téléphone, une console de jeu, des vêtements de marque. Il comparait ce qu'il avait à ce que ses camarades de classe possédaient, et le ressentiment grandissait en lui. « Maman, pourquoi on habite encore dans cet appartement pourri ?» Claire leva les yeux de ses comptes. Ils étaient à la table de la cuisine, tard le soir. Les jumeaux dormaient, Chloé lisait dans la chambre, parce qu'on n'a pas encore trouvé le bon endroit. « Ça fait 2 mois. On est riche. Merde. Léo. » Le ton était ferme, mais le garçon ne baissa pas les yeux cette fois. « Quoi? C'est la vérité. Tu dépenses tout ton argent dans cette stupide boulangerie au lieu de penser à nous. » Claire sentit la colère monter en elle, mais elle la contint. « Cette boulangerie, c'est pour nous. C'est notre avenir. C'est ton avenir à toi. Moi, je veux vivre maintenant. » Il se leva, le visage rouge. « Papa est mort. Il ne reviendra pas. Et toi, tu continues à vivre comme si on n'avait rien. Léo, j'en ai marre. » Il sortit en claquant la porte. Claire resta seule dans la cuisine, le cœur serré. Elle entendit Chloé sortir de la chambre, venir vers elle. La petite fille s'assit à côté de sa mère, passa un bras autour de ses épaules. « Il ne pense pas ce qu'il dit, maman. »« Je sais. » Claire essuya une larme. « Mais il a raison sur un point. Je suis tellement concentrée sur la boulangerie que j'oublie qu'ils ont besoin de moi. On a tous besoin de toi. Mais on comprend ce que tu fais. Enfin, moi je comprends. » Claire serra sa fille contre elle. Chloé, si mature, si forte, trop forte pour son âge. « Tu ne devrais pas avoir à comprendre tout ça, ma chérie. Papa disait toujours que la vie, c'est pas juste, mais que ça nous rend plus forts. » Claire ferma les yeux. Thomas. Il lui manquait tellement. Qu'aurait-il fait à sa place? Aurait-il été fier d'elle? Ou aurait-il pensé qu'elle allait trop loin? À la boulangerie, les tensions montaient également. Roussel devenait de plus en plus amer. Il arrivait en retard, servait les clients avec froideur, se disputait avec Fatima et Jérôme. Claire le rappelait à l'ordre,
Mais elle voyait bien que la situation ne pouvait pas durer. Un matin, alors qu'elle arrivait pour ouvrir le magasin, elle trouva Roussel devant la porte fumant une cigarette. Il la regarda approcher et quelque chose dans son regard la mit mal à l'aise. « Monsieur Roussel, vous êtes en avance aujourd'hui. Il faut qu'on parle. » Claire déverrouilla la porte, alluma les lumières. Roussel la suivit à l'intérieur, ferma la porte derrière eux. Il y eut un silence pesant. « Je sais ce que vous faites. » Claire fronça les sourcils. « Je ne comprends pas. Vous voulez que je souffre, que je rampe, que je comprenne ce que c'est d'être à votre place. » Il écrasa sa cigarette dans un cendrier près du comptoir, malgré l'interdiction de fumer. « Vous avez réussi. Je souffre. Vous êtes contente ?» Claire le regarda longuement. Elle aurait dû ressentir de la satisfaction, du triomphe. Mais tout ce qu'elle voyait, c'était un homme brisé, pathétique. « Non, je ne suis pas contente. Alors pourquoi ? Pourquoi me garder ici ? Parce que je voulais que vous compreniez. » Comprendre quoi ? Ce que ça fait. Sa voix était calme, mais ferme. D'être invisible, d'être méprisé, de ramasser des pièces au sol parce qu'on a besoin de chaque centime pour nourrir ses enfants. Roussel détourna le regard. Pour la première fois, Claire vit quelque chose qui ressemblait à du regret sur son visage. « Je suis désolé. » Les mots étaient sortis dans un murmure, presque inaudible. Claire ne s'attendait pas à ça. Elle ne savait pas quoi répondre. « Vous savez ce qui est drôle ?» continua Roussel. « C'est que je n'étais pas comme ça avant. J'étais différent. Et puis, ma femme est partie. Les clients sont devenus plus exigeants, l'argent se faisait rare. Et je suis devenu un salaud. » Il eut un rire amer. « Oui, un salaud. » Il releva les yeux vers elle. « Mais ça ne change rien. Ce que j'ai fait, c'était impardonnable. » Claire croisa les bras. « Vous avez raison, c'était impardonnable, mais... » Elle hésita. « Mais vous êtes là, vous travaillez, vous essayez. C'est déjà quelque chose. Vous allez me licencier. Votre contrat se termine dans 2 semaines. Et après, Claire réfléchit. Elle aurait pu le jeter dehors sans un regard en arrière. C'est ce qu'il méritait. Mais quelque chose en elle refusait de devenir ce qu'il avait été. Après, vous partez. Mais je vous donnerai une lettre de recommandation et 3 mois de salaire pour vous aider à recommencer ailleurs. » Roussel la fixa, incrédule. « Pourquoi ? Parce que tout le monde mérite une 2e chance. » Les choses se compliquèrent quelques jours plus tard. Léo, frustré et en colère, avait parlé à des camarades de classe, de l'argent, du loto, de leur richesse. Les rumeurs se répandirent comme une traînée de poudre. Bientôt tout le quartier savait, la veuve Moreau avait gagné au loto 18 millions, peut-être plus. Les regards changèrent. Les voisins qui l'ignoraient auparavant la saluaient avec des sourires exagérés. Des inconnus sonnaient à sa porte, prétextant vouloir vendre quelque chose ou lui proposer des opportunités d'investissement. Claire dut changer de numéro de téléphone 2 fois. Chloé commença à avoir des problèmes à l'école. Ses amis l'évitaient ou au contraire devenaient trop gentilles, trop intéressées. Elle rentra un soir en pleurs. « Elle me déteste. »« Qui ça, ma chérie ?»« Mes amis. Enfin, celle qu'il était. » Elle essuya ses larmes rageusement. « Elles disent que je me la raconte, que je suis devenue prétentieuse, mais je n'ai rien fait. » Claire la serra contre elle, impuissante. L'argent était en train de faire exactement ce qu'elle avait craint. Et puis, un matin de janvier, tout explosa. Claire arriva à la boulangerie pour trouver une équipe de journalistes devant la porte. Caméra, micro, photographe. Roussel était là aussi, le visage fermé. Lorsqu'elle s'approcha, une journaliste, jeune, blonde, micro tendu, se précipita vers elle. « Madame Moreau ?» Virginie Delacroix, Journal de Marseille. Est-il vrai que vous avez humilié et exploité Bernard Roussel après avoir gagné au loto ? Claire resta figée. Quoi ? Un journaliste d'une chaîne locale enchaîna. Monsieur Roussel affirme que vous l'avez forcé à travailler pour vous dans des conditions dégradantes, par vengeance personnelle. Qu'avez-vous à répondre ? Claire regarda Roussel. Il évitait son regard,
les mâchoires serrées. Elle comprit immédiatement. Il l'avait trahi, contacté la presse, raconté sa version de l'histoire. « Monsieur Roussel, pouvez-vous nous expliquer ce qui s'est passé ?» demanda la journaliste en se tournant vers lui. Roussel prit une profonde inspiration, puis se lança, la voix tremblante. « Cette femme, elle est venue me supplier pour un emploi. J'ai refusé parce que je n'avais pas de poste disponible, et puis elle a gagné au loto, et elle est revenue. Elle a racheté ma boulangerie et m'a forcé à travailler pour elle, pour m'humilier. Elle voulait se venger. » Les caméras se tournèrent vers Claire. Les flashs crépitèrent. Elle sentit son cœur battre à tout rompre. La colère et l'incrédulité se mêlaient en elle. « C'est faux. Alors expliquez-nous votre version, Madame Moreau. » La journaliste souriait, avide. « Pourquoi avoir racheté cette boulangerie spécifiquement ?» Claire ouvrit la bouche, chercha ses mots. Tout ce qu'elle dirait serait déformé, monté en épingle, utilisé contre elle. Elle regarda Roussel à nouveau. Il tremblait, visiblement mal à l'aise, mais ne reculait pas. Monsieur Roussel a raison sur un point. Sa voix était claire, ferme. Il m'a refusé un emploi. Mais il a oublié de mentionner quelque chose. Les journalistes se penchèrent en avant, captivés. Lorsqu'il m'a refusé cet emploi, il m'a jeté de l'argent aux pieds, 3 €. Il m'a dit que j'étais une bonne à rien et m'a ordonné de partir. Un murmure parcourut l'assemblée. Les caméras pivotèrent vers Roussel, dont le visage devint écarlate. C'est pas vrai. Si, c'est vrai. Claire sentit les larmes monter, mais les retint. Et avec ces 3 €, j'ai acheté un ticket de loto, le ticket gagnant. Alors oui, j'ai racheté sa boulangerie. Pas par vengeance, mais pour en faire un lieu où personne ne serait plus jamais traité comme je l'ai été. Le silence qui suivit était électrique. La journaliste, sentant le scoop, insista. « Vous admettez donc l'avoir forcé à travailler pour vous. Je lui ai proposé un emploi. Il l'a accepté, librement. Parce que je n'avais pas le choix, explosa Roussel. J'étais ruiné, comme j'étais ruiné quand je suis venu vous voir. » Claire le regarda droit dans les yeux. « La différence, c'est que moi, je vous ai offert un salaire décent et du respect. Vous m'avez offert de l'humiliation. » Les caméras tournaient, enregistraient chaque mot, chaque expression. Claire savait que cette scène serait diffusée partout. Elle savait aussi qu'elle avait un choix à faire. Elle pouvait détruire Roussel publiquement, raconter tous les détails sordides, obtenir la sympathie du public, gagner cette bataille médiatique où elle pouvait choisir la dignité. Monsieur Roussel n'est plus mon employé. Son contrat s'est terminé il y a 2 jours. Je lui ai donné une lettre de recommandation et une prime de départ. Elle marqua une pause. Ce qu'il fait maintenant ne me concerne plus. Elle se tourna vers les journalistes. Vous voulez une histoire ? En voici une. J'ai créé une boulangerie où tout le monde a sa place. Mères célibataires, anciens détenus, réfugiés, des gens qui méritent une 2e chance. Si vous voulez écrire là-dessus, je suis disponible. Sinon, laissez-moi travailler. Elle entra dans la boulangerie sans attendre de réponse. Derrière elle, elle entendit l'agitation des journalistes, les questions fusant vers Roussel. Mais elle ne se retourna pas. À l'intérieur, Fatima, Jérôme et Léa l'attendaient, les visages inquiets. « Ça va, Madame Moreau ?» demanda Fatima. Claire prit une profonde inspiration, ôta son manteau. « Ça va, on ouvre dans 10 minutes, préparez les croissants. » L'interview passa au journal télévisé régional le soir même, puis sur les réseaux sociaux, puis dans les journaux nationaux. Une gagnante du loto humiliée se venge en rachetant la boulangerie de son bourreau. Les titres étaient racoleurs, l'histoire caricaturale. Certains soutenaient Claire, d'autres la traitaient de manipulatrice. Roussel donna d'autres interviews, se posant en victime. Le débat enfla. Claire ne regarda pas les nouvelles. Elle continuait de travailler chaque jour à la boulangerie. Mais l'atmosphère avait changé. Des curieux venaient pour voir la veuve du loto. Certains la félicitaient, d'autres la jugeaient. Elle sentait les regards, les murmures. Chez elle, les choses empiraient. Léo était devenu agressif, dépassé par l'attention médiatique.
Il avait été harcelé à l'école, traité de fils de riche. Il en voulait à sa mère, lui reprochait d'avoir tout gâché. Si tu avais rien dit, tout serait normal. Léo, j'ai dit la vérité. Ta vérité. Et maintenant, on est la risée de tout Marseille. Chloé s'était refermée complètement. Elle ne parlait plus, mangeait à peine. Claire l'a surpris un soir en train de pleurer dans la salle de bain, la porte entr'ouverte. « Chloé, qu'est-ce qu'il y a ? Je veux que tout redevienne comme avant. » « Avant quoi, ma chérie ? Avant l'argent, avant que tout change. » Elle regarda sa mère avec des yeux rougis. « On était pauvres, mais on était heureux. Maintenant, on est riches, et tout le monde nous déteste. » Claire l'a pris dans ses bras, le cœur brisé. Sa fille avait raison, l'argent n'avait pas résolu leurs problèmes. Il les avait amplifiés, transformés, rendus plus complexes. Cette nuit-là, seule dans sa chambre, Claire pleura. Elle pleura sur Thomas, sur ses enfants, sur les choix qu'elle avait faits. Elle se demanda si elle n'était pas allée trop loin. Si racheter la boulangerie, humilier Roussel, tout révéler publiquement, n'avait pas été une erreur monumentale. Le lendemain matin, elle reçut un appel, un numéro inconnu. Elle hésita, puis décrocha. « Madame Moreau ?» La voix était celle d'un homme âgé, posé, grave. « Oui, je m'appelle André Blanchard. Je suis journaliste indépendant. Je voudrais vous rencontrer. Je ne donne plus d'interview. Ce n'est pas pour une interview, c'est personnel. » Claire fronça les sourcils. « Je ne comprends pas. S'il vous plaît, juste une heure. Je crois que vous devriez entendre ce que j'ai à dire. » Quelque chose dans sa voix la convainquit. Elle accepta de le rencontrer le lendemain dans un café discret du Panier. André Blanchard était un homme d'une 60aine d'années, cheveux blancs, regard bienveillant. Il portait un vieux cardigan et une écharpe usée. Quand Claire s'assit face à lui, il lui tendit la main. « Merci d'être venu. Qu'est-ce que vous voulez ?» Il sortit une enveloppe de sa sacoche, la posa sur la table. « J'ai enquêté sur Bernard Roussel. » Claire fronça les sourcils. « Pourquoi ?» « Et parce que son histoire ne tenait pas debout, et j'ai trouvé des choses intéressantes. » Il ouvrit l'enveloppe, en sortit plusieurs documents. Des copies d'articles de journaux, des témoignages, des photos. Roussel a fait ça avant, à d'autres personnes, des employés qu'il a humiliés, exploités. Une femme en particulier, Marie Lefebvre, qui a tenté de se suicider après qu'il l'ait harcelée moralement pendant des mois. Claire sentit son sang se glacer. Quoi ? Elle a survécu. Elle vit maintenant à Lyon. J'ai son témoignage. Il poussa les documents vers elle. Vous n'êtes pas la première, et si vous ne faites rien, vous ne serez pas la dernière. Claire regarda les documents, le cœur battant, des histoires sordides, des abus, des vies brisées. Pourquoi me montrez-vous ça ? Parce que vous avez le pouvoir de faire quelque chose. Vous avez la plateforme, l'attention des médias. Vous pouvez dénoncer ce qu'il a fait, pas juste à vous, mais à tous les autres. Claire ferma les yeux. C'était le moment, le vrai climax. Elle pouvait détruire Roussel publiquement, révéler toute la vérité, obtenir justice pour toutes ses victimes. Mais à quel prix ? Elle pensa à ses enfants, à Léo qui souffrait déjà, à Chloé qui voulait que tout redevienne normal, aux jumeaux qui ne comprenaient pas pourquoi leur mère était toujours à la télévision. « Monsieur Blanchard, je vous remercie, mais je ne vais pas faire ça. » Le journaliste la fixa, surpris. « Pourquoi ? Parce que je ne veux pas que ma vie et celle de mes enfants deviennent un combat médiatique perpétuel. » Elle repoussa les documents vers lui. « Roussel n'est plus mon problème. Il est parti. C'est fini. Mais les autres victimes, elles peuvent parler. Je les soutiendrai si elles le font. Mais moi, j'ai dit ce que j'avais à dire. Maintenant, je veux reconstruire. » Elle se leva, serra la main du journaliste. « Merci, vraiment, mais ma réponse est non. » En sortant du café, Claire se sentit légère pour la première fois depuis des semaines. Elle avait choisi, pas la vengeance, pas la justice médiatique, mais la paix, sa paix. Les semaines qui suivirent la rencontre avec André Blanchard furent étrangement calmes. L'attention médiatique retomba progressivement. D'autres scandales, d'autres histoires captivèrent le public.
Claire Moreau redevint une simple propriétaire de boulangerie dans le quartier de Belsunce. Les curieux cessèrent de venir. Les clients réguliers revinrent, mais les dégâts étaient faits. Léo ne parlait plus à sa mère. Il rentrait tard, traînait avec des camarades qu'elle ne connaissait pas, sentait parfois la cigarette. Claire tentait d'engager la conversation, mais il détournait le regard, murmurait des réponses monosyllabiques, s'enfermait dans sa chambre. Le fossé entre eux grandissait chaque jour. Un soir de février, alors que Claire finissait de ranger la boulangerie, Maître Dubois l'appela. « Claire, il faut qu'on parle. C'est à propos de Léo. » Le cœur de Claire se serra. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a ouvert un compte bancaire à son nom, avec une fausse autorisation parentale, et il a tenté de retirer de l'argent du compte familial. Claire s'assit lentement sur une chaise, le téléphone collé à l'oreille. Combien? 50 000 €. Le silence qui suivit fut assourdissant. Claire sentit ses mains trembler. Il a réussi? Non. La banque a détecté la fraude et bloqué le compte. Mais Claire, l'avocate marqua une pause. Il faut que vous parliez à votre fils. Sérieusement. Il est en train de déraper. Lorsque Léo rentra ce soir-là, Claire l'attendait dans le salon, assise dans le noir. Le garçon alluma la lumière, sursauta en la voyant. « Maman, pourquoi tu… » 50 000 €. Léo se figea. Son visage se vida de ses couleurs. « Je peux expliquer. » « Explique. » Sa voix était calme, trop calme. « Explique-moi pourquoi mon fils a essayé de me voler. C'est pas voler, c'est notre argent. » « Non, Léo, c'est mon argent, que j'ai gagné, et que je gère pour protéger cette famille. » Le garçon éclata. « Protéger? Tu appelles ça protéger? On est la risée de toute la ville. Tout le monde me regarde comme si j'étais un phénomène de foire. Et toi, tu continues à jouer les saintes dans ta stupide boulangerie. Cette boulangerie nourrit 10 personnes. Elle donne du travail à des gens qui n'en avaient plus. Et nous ?» Léo hurla presque. « Et nous, on compte pas. Chloé pleure tous les soirs. Les jumeaux me demandent de pourquoi les autres enfants disent qu'on est bizarre. Et toi, tu t'en fous. Tout ce qui compte, c'est ton image de femme généreuse. » Claire se leva. La gifle partit avant qu'elle ne puisse la retenir. Le claquement résonna dans le salon. Léo porta la main à sa joue, les yeux écarquillés, tremblants. « Léo !» Claire réalisa ce qu'elle venait de faire. L'horreur la submergea. « Mon Dieu, je… » Mais le garçon reculait déjà, les larmes aux yeux. « Je te déteste. » Il se précipita dans la chambre, claqua la porte. Claire resta seule, la main encore levée, le cœur brisé. Elle venait de frapper son fils, son enfant, l'enfant de Thomas. Elle s'effondra sur le canapé et pleura. Des sanglots profonds, déchirants, qui venaient du plus profond de son être. Elle pleura sur Thomas, sur Léo, sur la famille qu'elle avait voulu sauver et qu'elle était en train de détruire. Elle pleura sur l'argent qui devait tout arranger et qui ne faisait qu'empirer les choses. Chloé sortit de la chambre, vint s'asseoir à côté d'elle. Elle ne dit rien, se contenta de passer ses bras autour de sa mère. Elles restèrent ainsi dans le silence pendant une éternité. « Maman !» murmura finalement Chloé, « je crois qu'on a besoin d'aide. » Claire hocha la tête, incapable de parler. « Tous, on a tous besoin d'aide. » Le lendemain, Claire prit une décision. Elle ferma la boulangerie pour 1 semaine et emmena ses 4 enfants loin de Marseille. Ils partirent dans les Alpes, dans un petit chalet qu'elle loua à la dernière minute. Pas de téléphone, pas d'internet, juste eux 5. Les premiers jours furent difficiles. Léo ne parlait toujours pas. Les jumeaux, perturbés par le changement brutal, se disputaient constamment. Chloé observait tout avec ses grands yeux tristes, mais petit à petit, quelque chose se débloqua. Le 3e jour, alors qu'ils marchèrent dans la neige, Mathis trébucha et tomba. Léo, sans réfléchir, se précipita pour l'aider. Le petit garçon lui sourit et quelque chose dans le visage de Léo se détendit. Le 4e jour, Claire prépara le dîner avec Chloé. Elles cuisinèrent une quiche lorraine, comme Thomas le faisait autrefois. Elles ne parlèrent pas beaucoup, mais le silence était moins pesant. Le 5e jour, après avoir couché les jumeaux, Claire s'assit avec Léo et Chloé devant la cheminée.
Elle prit une profonde inspiration. « Je vous dois des excuses. » Léo leva les yeux, surpris. Chloé fronça les sourcils. « Et j'étais tellement obsédé par l'idée de transformer notre vie, de prouver quelque chose, que j'ai oublié l'essentiel. Vous. » Elle sentit les larmes monter. « J'ai oublié que vous aviez besoin d'une mère, pas d'une héroïne. J'ai oublié que vous souffriez. » Léo détourna le regard, mais elle vit ses mâchoires se serrer. « Léo, je suis désolé de t'avoir frappé. C'était impardonnable. »« Bien, tu avais raison, » murmura le garçon. « J'aurais pas dû essayer de prendre cet argent, mais j'aurais dû t'écouter avant que tu en arrives là. » Claire se pencha vers lui. « J'aurais dû voir que tu souffrais, que vous souffriez tous. » Chloé prit la parole, sa voix tremblante. « Maman, on veut juste être normaux, avoir une vie normale. » « Je sais. » Claire hocha la tête. « Et on va y arriver. » Ensemble, Léo leva enfin les yeux vers elle. « Comment ?» Claire réfléchit un instant. « On va déménager, loin de Marseille, dans une ville où personne ne nous connaît. On va recommencer. Et la boulangerie? Je vais la confier à Fatima. Elle en rêvait. Elle saura bien la gérer. Et l'argent ?» Claire sourit tristement. « L'argent sera là pour vos études, pour votre avenir. Mais on va vivre simplement, comme avant, ou presque. » Léo resta silencieux un long moment. Puis, lentement, il vint s'asseoir à côté de sa mère. Chloé fit de même. Ils restèrent ainsi, les trois, devant le feu, sans parler. C'était un début. Ils rentrèrent à Marseille une semaine plus tard, transformés. Claire savait qu'il restait beaucoup de chemin à parcourir, que les blessures ne guériraient pas du jour au lendemain. Mais quelque chose avait changé. Ils se parlaient à nouveau. Léo souriait parfois. Chloé semblait moins fragile. Claire organisa une réunion avec ses employés à la boulangerie. Fatima, Jérôme, Léa et 2 autres personnes qu'elle avait embauchées récemment. Elle leur expliqua sa décision. Elle partait. Elle confiait la boulangerie à Fatima avec un contrat de gérance qui lui permettrait de racheter le fonds de commerce progressivement. Fatima pleura. « Madame Moreau, je sais pas quoi dire. Dis juste que tu vas faire de ce lieu quelque chose de beau. Je vous le promets. » Le dernier jour avant leur départ, Claire reçut une visite inattendue. Bernard Roussel se tenait devant la porte de la boulangerie, les mains dans les poches, le regard fuyant. Madame Moreau. Claire, qui rangeait les derniers cartons, se redressa. « Monsieur Roussel. » Il y eut un silence gêné. « Je voulais vous dire... » Il chercha ses mots, visiblement mal à l'aise. « Je voulais vous dire que j'ai parlé à Marie Lefebvre. » Claire fronça les sourcils. « La femme dont m'a parlé le journaliste ?»« Oui. » Il hocha la tête. « Je l'ai appelée. Je lui ai présenté mes excuses pour ce que je lui ai fait. » Claire ne dit rien, attendit qu'il continue. « Elle a refusé de me pardonner. Et elle a raison. » Il releva enfin les yeux vers elle. Mais elle m'a dit quelque chose. Elle m'a dit que je devais au moins essayer de devenir quelqu'un de meilleur. Et vous essayez ? J'essaye. Il sortit une enveloppe de sa poche, la tendit vers elle. J'ai trouvé un travail. Dans une boulangerie à Lyon, pas propriétaire, juste employé. C'est un début. Claire prit l'enveloppe, l'ouvrit. À l'intérieur, un chèque. 3 000 €. Qu'est-ce que c'est ? Le remboursement. Des 3 € que je vous ai jetés au visage. Avec intérêt. Il eut un sourire amer. Je sais que c'est ridicule, vu ce que vous avez maintenant, mais c'était important pour moi de le faire. Claire regarda le chèque longuement, puis elle le déchira. Gardez votre argent, monsieur Roussel. Il la fixa, interdit. Mais vous avez présenté des excuses à Marie. C'est déjà énorme. Continuez sur ce chemin, c'est tout ce que je vous demande. Roussel hocha la tête, les yeux humides. Merci. Il tourna les talons, s'éloigna. Claire le regarda partir, et pour la première fois depuis des mois, elle se sentit vraiment en paix. Elle n'avait pas besoin de vengeance. Elle n'avait jamais eu besoin de ça. Claire et ses enfants déménagèrent à Annecy, une petite ville paisible au bord du lac. Ils achetèrent une maison modeste, 3 chambres, un petit jardin, rien d'ostentatoire.
Les enfants s'inscrivirent dans de nouvelles écoles sous le nom de jeunes filles de Claire Dubois pour éviter d'être reconnues. Les premiers mois furent une adaptation. Léo intégra le lycée local, rejoignit l'équipe de basket. Il se fit de nouveaux amis, des amis qui ne savaient rien de leur histoire. Chloé retrouva le sourire, se lia avec une camarade de classe passionnée de lecture comme elle. Les jumeaux s'épanouirent, insouciants, heureux. Claire, elle, resta discrète. Elle ne chercha pas de travail, elle n'en avait pas besoin financièrement, mais elle s'investit dans des associations locales. Aide aux devoirs pour enfants défavorisés, distribution de repas pour les sans-abri. Rien de spectaculaire, juste du concret. Un soir de juin, 6 mois après leur installation, Claire reçut un appel de Fatima. « Madame Moreau, il faut que je vous raconte. » « Quoi donc ? On a gagné le prix de la meilleure boulangerie du quartier. Les clients nous adorent et on a embauché 2 personnes de plus. » Claire sourit, le cœur gonflé de fierté. « C'est merveilleux, Fatima. Je suis tellement fier de toi. »« C'est grâce à vous. Tout ça, c'est grâce à vous. »« Non, c'est grâce à toi. » Après avoir raccroché, Claire sortit dans le jardin. Le soleil se couchait sur le lac, teintant le ciel de rose et d'orange. Léo jouait au basket avec les jumeaux. Chloé lisait sous un arbre, une scène simple, banale, parfaite. Thomas lui manquait toujours, mais la douleur était moins aiguë maintenant. Elle avait appris à vivre avec, à transformer le chagrin en force. 1 an après leur installation à Annecy, Claire reçut un colis. Pas d'adresse d'expéditeur. À l'intérieur, un petit cadre. Et dedans, 3 pièces de monnaie, 50 centimes, 1 euro, 2 euros. Les mêmes pièces qu'elle avait utilisées pour acheter le ticket de loto. Il y avait aussi une note, manuscrite. « Madame Moreau, je suis Virginie Delacroix, la journaliste qui vous a interviewé l'année dernière. J'ai suivi votre histoire depuis. J'ai vu ce que vous avez fait, pour votre famille, pour vos employés, pour vous-même. J'ai aussi enquêté sur Bernard Roussel. Il tient sa promesse. Il travaille, il s'est excusé auprès d'autres victimes. Il n'est pas parfait, mais il essaie. Vous m'avez appris quelque chose, que la dignité ne se gagne pas en écrasant les autres, mais en restant fidèle à ses valeurs, même quand c'est difficile. Ces pièces, je les ai retrouvées dans les archives de mon reportage. Je pense qu'elles vous appartiennent, pas pour leur valeur monétaire, mais pour ce qu'elles représentent. Merci. V. D. Claire fixa les pièces longuement. 3 euros, le prix de son humiliation, ou plutôt le prix de sa dignité. Elle accrocha le cadre dans son bureau, à côté d'une photo de Thomas et des enfants. Chaque fois qu'elle le regardait, elle se souvenait de la femme brisée qu'elle avait été, de la femme forte qu'elle était devenue. Annecy, été 2029. Léo avait 20 ans. Il étudiait l'architecture à l'université de Grenoble. Un jeune homme posé, réfléchi, qui parlait enfin de son père sans pleurer. Il venait de décrocher un stage dans une agence réputée. Chloé, 17 ans, préparait le bac. Elle voulait devenir enseignante. Elle avait gardé cette douceur, cette maturité qui la caractérisait, mais elle avait retrouvé la joie de vivre. Les jumeaux, 12 ans, étaient inséparables et turbulents. Ils jouaient au football, faisaient des bêtises, vivaient leur enfance pleinement. Claire, 43 ans, avait ouvert un petit café littéraire au centre-ville d'Annecy. Rien de luxueux. Juste un endroit chaleureux où les gens venaient lire, discuter, se retrouver. Elle ne faisait pas fortune, mais elle était heureuse. Un matin de juillet, alors qu'elle préparait le café, une jeune femme entra. 25 ans environ, timide, un CV à la main. « Bonjour madame, je cherche du travail, vous cherchez quelqu'un ?» Claire la regarda. Elle vit dans ses yeux la même peur, le même désespoir qu'elle avait porté 5 ans plus tôt. « Asseyez-vous, je vous offre un café. » La jeune femme s'assit, surprise. Claire lui servit un café, s'installa en face d'elle. « Racontez-moi votre histoire. » La jeune femme hésita puis se lança. Divorce difficile. 2 enfants en bas âge. Pas de diplôme. Des dettes. L'histoire était différente, mais le fond était le même. Une femme qui se battait pour survivre. Lorsqu'elle eut fini, Claire lui tendit la main. « Vous commencez lundi. »« Mais vous ne voulez pas voir mon CV ?» Claire sourit. « Je n'ai pas besoin de CV.
J'ai juste besoin de savoir que vous allez vous battre, et je vois que vous le ferez. » La jeune femme éclata en sanglots. « Merci. Merci infiniment. » Après son départ, Claire resta seule dans le café. Elle regarda par la fenêtre, vers le lac scintillant sous le soleil. Elle pensa à Thomas, à Roussel, à ses 3 € jetés au sol. Elle pensa à tout le chemin parcouru. L'argent n'avait pas changé qui elle était. Il avait juste révélé ce qu'elle avait toujours été. Une femme qui refusait de se laisser briser. Une mère qui protégeait ses enfants. Un être humain qui croyait en la dignité. Dans son bureau, le petit cadre avec les 3 pièces de monnaie brillait doucement. « Le prix de ma dignité », avait-elle écrit dessous. Car au final, ce n'était pas les 18 millions qui avaient compté. C'était le choix qu'elle avait fait, de ne pas devenir comme ceux qui l'avaient blessée, de rester humaine. Et ça, personne ne pourrait jamais le lui prendre. Fin Claire Moreau ferma le café ce soir-là avec un sentiment de plénitude. Dehors, Annecy s'illuminait doucement. Elle rentra chez elle, où ses enfants l'attendaient pour dîner. Léo avait préparé une quiche, comme son père autrefois. Chloé avait mis la table. Les jumeaux se chamaillaient pour savoir qui ferait la vaisselle. Une vie simple, une vie normale, une vie heureuse. Et dans un coin de son cœur, là où Thomas vivrait toujours, Claire murmura « On a réussi, mon amour, on a réussi ». Les 3 € encadrés dans son bureau brillaient comme un trésor, pas parce qu'ils avaient changé sa vie, mais parce qu'ils lui avaient rappelé une vérité fondamentale. La dignité n'a pas de prix. Et personne ne peut vous la voler, sauf si vous la donnez.